Bonjour et bienvenue dans cette vidéo spéciale Histoire du Japon. Et je dirais même ces vidéos car il s'agit d'un triptyque, 3 vidéos pour parler de 3 périodes différentes. Parce que oui, tout mettre dans une seule vidéo, ça ferait beaucoup trop long. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur les origines du Japon, des premiers hommes jusqu'au Japon antique. Il faut savoir que tous les noms seront prononcés à la japonaise avec un accent à la hauteur de mes compétences. Ouais, c'est tout naze quoi. Sai, Bakatayo. Nani? Avant toute chose, et pour bien saisir toutes les références qui seront faites dans cette vidéo, il convient de faire un petit rappel géographique sur le Japon. Archipel situé à l'extrême est asiatique, le Japon est composé de 4 îles principales, Kyushu, Shikoku, Honshu et Hokkaido, appelées aussi Ezo. Le Japon peut être grossièrement divisé en 4 zones, l'ouest, le centre, l'est et le nord. 2 régions sont particulièrement importantes d'un point de vue historique. En plein centre, la région du Kinei, ou Kansai actuel, qui est la région de Kyoto, qui est le berceau de l'Empire japonais. À l'est, le Kanto, région de Tokyo, aura également une grande importance, plus tardive et jusqu'à l'époque actuelle. Concernant ces îles périphériques, l'archipel des Ryukyu forme un arc du Japon à Taïwan. Au nord d'Hokkaido se trouve l'archipel des îles Kuril et l'île de Sakhalin. La péninsule coréenne forme le voisin le plus proche du Japon, séparé de Kyushu par le détroit de Corée. La Corée jouera un rôle important dans l'histoire japonaise, de par les apports vers l'archipel, transitant même depuis la Chine. Celle-ci est voisine aussi, séparée du Japon par la mer Jaune et la mer de Chine. Au nord de la Corée se trouve la région actuellement chinoise de Mandchourie. Et au-delà, sur la côte, les terres de Sibérie orientale, aujourd'hui russes. Il n'y a guère besoin d'étudier plus loin, la majorité de l'histoire japonaise se déroulant dans ce cadre serré. Pour les habitués de mes émissions, vous savez que je suis adepte des frises chronologiques, et c'est à nouveau ce que je vous proposerai avec ces vidéos. Une frise complète résumant histoire et culture japonaise divisée en 2 morceaux que je vous invite à regarder en haute définition pour profiter des détails en la récupérant dans la description de cette vidéo. Commençons par la première période préhistorique du Japon, la période Jomon. Comme pour de nombreuses civilisations, remonter aux origines préhistoriques du Japon est difficile vu le manque de données sur celles-ci. Néanmoins, le plus ancien fossile d'Homo sapiens retrouvé dans l'archipel nippon daterait de moins 30 000 ans. Mais la nature acide des sols a tendance à être mauvais pour la conservation des fossiles. Ainsi, les plus vieux outils lithiques retrouvés sont plutôt datés d'environ moins 40 000 ans. Nous sommes alors en pleine ère glaciaire.
On peut donc supposer que les premiers hommes s'installent au Japon à ce moment-là, en passant par des isthmes de terre qui reliaient le Japon ancestral au continent, de même que toute une faune venue aussi du continent. Mais le début de la première époque de l'histoire japonaise commence bien plus tard, en moins 11 000. Il s'agit de la période Jōmon, caractérisée par ses poteries. Les hommes, appelés peuple Jōmon, se sédentarisent, mais hormis quelques cultures de céréales ponctuelles, ne pratiquent pas l'agriculture. Ils continuent de vivre de chasse et de cueillette, les ressources naturelles de l'archipel étant suffisantes pour ce mode de vie. Sans agriculture ni élevage, la période Jōmon est plutôt une culture mésolithique particulière due à la présence de poteries. La civilisation Jōmon se développe principalement dans le Japon central et du nord-est. Un autre peuple vient rapidement s'installer au Japon, les Aïnous. C'est un peuple provenant de la Russie orientale et qui s'installe dans les îles Kouril et au sud de la péninsule du Kamtchatka, l'île de Sakhaline et Hokkaido ainsi qu'une bonne partie de l'archipel japonais. Leur arrivée est estimée vers environ moins 1300. Bien plus tard, dans le Kojiki, le premier livre sur l'histoire du Japon datant du 8e siècle, les Aïnous seront mentionnés en tant qu'Eimishi, les barbares qui ne sont pas sous l'autorité politique du Japon. Refoulés petit à petit au cours des siècles vers le nord par les Japonais, puis contraints de rester sur Hokkaido, leur culture persistera relativement à l'écart de l'histoire japonaise jusqu'au 19e siècle. Nous aurons le temps de revenir plus tard sur le devenir des Aïnous dans l'histoire japonaise. Longtemps persécutés, de nos jours, les Aïnous sont intégrés à la population japonaise et la culture et la langue Aïnou continuent de se perpétrer localement. On estime leur nombre entre 25 000 et 200 000 sur l'île d'Hokkaido. Vers moins 500 se passe une nouvelle transition vers une nouvelle période, la période Yayoi. C'est dans les débuts de la période Yayoi que l'archipel connaîtra une forte immigration venue de Corée. Ces nouveaux arrivants s'installent majoritairement au Japon central et prennent le nom de peuple de Wa, littéralement les nains. C'est ainsi qu'ils seront nommés par les Chinois du continent et seront considérés comme des barbares par ces derniers. Pourtant, quand on parle des véritables ancêtres des Japonais actuels, il s'agit principalement des Wa, mélangés génétiquement avec le peuple Jōmon resté au Japon et avec quelques Aïnous. Ainsi, désormais, toute l'évolution et l'histoire de la civilisation japonaise qui suit est celle des Wa. Au Japon, l'agriculture est un cas rare de néolithique de colonisation. La technique est en effet rapportée pacifiquement sans que trace de conquête ou de guerre ne soit relevée de la péninsule coréenne par des immigrés. La riziculture et ses outils dédiés rapportés avec mettra 5 siècles à se répandre dans la majorité de l'archipel. En dehors du riz, se développeront également les cultures de blé, orge, des millets et du sarrasin et du soja. Cette expansion de l'agriculture fait pleinement entrer le Japon dans le néolithique. La société du Yayoi devient donc la première économie de production du Japon. Avec l'agriculture viendra également l'élevage, principalement de porcs, du coq d'Asie du Sud-Est et plus tard de la chèvre. Le site de Yoshinogari, en Kyushu, est un important site archéologique de l'époque Yayoi. Un village Yayoi y a été reconstitué dans un parc de loisirs permettant de se rendre compte de l'architecture supposée de l'époque. Mais la visite doit se faire en prenant en compte qu'énormément d'éléments ne se basent sur aucune vérité archéologique. En particulier, toute la partie spectacle et cérémonies présentées dans le parc, purement spéculatives ou d'adaptation de légendes dont rien ne prouve qu'elles sont liées à la culture Yayoi. On estime qu'à l'époque Yayoi, il devait y avoir au Japon environ 600 000 habitants. Mais la société est hiérarchisée, ce qui se traduit par des différences dans les rites funéraires. Pour le commun des mortels, le corps est enfermé dans des jarres funéraires kamekan. Placés bouche contre bouche, les deux jarres enferment le corps comme une capsule avant que l'ensemble ne soit placé dans des grands champs de jarres. Pour les personnes d'un statut important, le corps est mis dans une chambre funéraire au cœur d'un tumulus ou tertre rectangulaire. Le mobilier funéraire est alors très riche.
Cette technique d'inhumation des puissants prédit déjà le futur développement des kofun de la période suivante. En Kyushu, les enterrements se font dans des tertres parfois très larges appelés funkyubo. C'est durant la période Yayoi qu'on peut raisonnablement lier les premiers indices du culte Shinto. Cette religion polythéiste et animiste fait la part belle aux divinités, esprits de la nature, les kami, réfugiés dans des éléments tels les rochers, les rivières ou les montagnes. Les Japonais prient et font des offrandes aux kami pour leur demander protection. L'un des plus anciens et importants sanctuaires Shinto encore utilisés est l'Izumo Taisha, datant du 7e siècle. Vers le 1er siècle avant l'ère commune... L'ère commune de qui ? Ça veut dire la même chose qu'avant Jésus-Christ. Donc vers le 1er siècle avant l'ère commune, la métallurgie, autant du bronze que du fer, est importée depuis la péninsule coréenne. D'abord présent au nord de l'île de Kyushu, le point le plus proche du détroit de Corée, la technique se répandra vers le centre du Japon au cours des siècles suivants. Le Japon ne connaîtra donc ni âge du bronze ou du fer différencié, les deux arrivant au même moment. Si le fer plus solide est davantage utilisé pour les outillages, le bronze est réservé aux objets d'apparat, ou aux fameuses dotaku, des cloches en bronze décorées utilisées dans des rituels. La raréfaction des échanges en ressources métallurgiques avec la Corée à partir de la fin de la période Yayoi provoquera une raréfaction des produits et donc une montée de leur valeur. Certains chefs gagnent alors en puissance et deviennent princes. C'est la création d'une aristocratie. Le Japon passe ensuite à la période Yamato, un Japon antique primitif qu'on peut aussi diviser en deux sous-parties que l'on va voir l'une après l'autre. A commencer par la période Kofun, qui marque le début d'unification du Japon, ou en tout cas de création des clans et d'unification de certains de ceux-ci. La population se compose donc de différents clans, chacun avec leur chef, et les rivalités sont fréquentes. Néanmoins, avec le temps, ces clans vont s'unifier et se confédérer sous une autorité supérieure, un roi, puis empereur, formant ainsi une sorte de proto-État. À la fin de la période Yayoi, la reine mythique Himiko du Yamatai, un pseudo-État dont la localisation n'est archéologiquement pas certaine, aurait réussi à unifier presque tous les peuples. Cette période est caractérisée par la construction de tertres monumentaux pour les puissants et les premiers empereurs, les kofun, qui donnent le nom à la période. La forme caractéristique est appelée en trou de serrure. Il s'agit d'un amas de terre pouvant atteindre 486 mètres pour le kofun de l'empereur Nintoku, considéré comme une des plus grandes sépultures au monde. Les kofun abritent à l'intérieur des chambres mégalithiques où sont ensevelis le corps et des objets pour accompagner le défunt. Ils peuvent être entourés de fossés, celui de Nintoku ayant une triple rangée de fossés, ce qui porte sa superficie totale à 32 hectares. Les kofun sont présents surtout dans la région d'Osaka, dans le Kinei. Ils sont entourés sur toute leur périphérie de haniwa, des sculptures en terre cuite partiellement enterrées et alignées en rang serré, qui auraient des propriétés magiques pour protéger la sépulture. À partir du IIIe siècle, sont importés le bœuf et le cheval, qui sera avant tout utilisé pour la guerre avant les travaux agricoles. À propos de guerre, c'est durant cette période que remonteraient les plus anciens sabres japonais, les Jokoto, technique du sabre qui évoluera dans son histoire en 5 périodes distinctes. Les Jokoto sont des sabres droits à double tranchant et de faible qualité. À cette époque, le peuple Wa se concentre surtout sur la région centrale du Kinei, le Kansai actuel. Naniwa, la future Osaka, qui est actuellement la 3e plus grande ville du Japon, est fondée à cette époque. Elle deviendra la capitale du milieu du 7e siècle au milieu du 8e siècle sous le nom de Naniwa-kyo. Selon les livres Kojiki et le Nihonshoki, les 2 livres historiques anciens, le premier empereur serait l'empereur Jinmu, descendant de la déesse Amaterasu. Il fonde l'empire du Japon en -660. Le 11 février, la fondation mythique du Japon est toujours fêtée aujourd'hui,
sous le nom de Kenkoku Kinnen no Hi. Figure légendaire de l'histoire japonaise, Jinmu, signifiant puissance divine, n'en est pas moins qu'un membre de la mythologie japonaise. On considère que les 14 premiers empereurs décrits dans ces livres sont mythiques. Le premier empereur ayant réellement existé serait le 15e empereur, Hoojin, du clan Yamato, qui unifie le Japon, mais à cette période on reste sur l'idée d'un Japon seulement au centre de l'île d'Honshu, et régna durant la période Kofun à partir de 270. Lui et tous les empereurs jusqu'au 28e sont considérés comme légendaires, car leurs dates de règne sont très imprécises et non confirmables. Le 29e empereur, Kinmei, est le premier auquel on peut attester des dates de règne plus précises, de 509 à 571. Mais tous ces noms et dates restent de l'ordre du traditionnel jusqu'au règne du 50e empereur, Kanmu, de 781 à 806. Le cérémonial d'intronisation impériale s'accompagne de 3 artefacts, des reliques sacrées considérées comme le trésor impérial japonais. D'après la légende, ils auraient été confiés par la déesse Amaterasu à son petit-fils, le prince Ninigi, qui lui-même les confia à son arrière-petit-fils Jinmu, le premier empereur mythique du Japon. Le premier artefact est l'épée Kusanagi, aussi importante au Japon que peut l'être Excalibur ou Durandal dans leurs pays respectifs. Le deuxième est le miroir bouclier de bronze, le Yata no Kagami. Le troisième est un bijou, un pendentif de type Magatama, en forme de virgule et en pierre. Il s'agit du Yasakani no Magatama. Le trésor impérial est toujours conservé de nos jours dans 3 endroits différents, bien que l'épée et le bouclier seraient des répliques très anciennes, les originaux sont soit détruits, soit conservés dans des endroits tenus secrets. L'épée Kusanagi serait au sanctuaire d'Atsuta Jingu, datant du 1er siècle, auprès de 4000 autres trésors du Japon. Ces 3 types d'objets, épée, miroir et bijoux, étaient des objets caractéristiques de la démonstration de puissance des dirigeants et on en retrouvait souvent en tant que mobilier funéraire dans les kofun. Du 4e au 7e siècle, les Wa entretiennent des relations étroites avec le royaume coréen de Baekje. Outre l'importation culturelle et de connaissances depuis la péninsule, ce lien permettra aux Wa de garder régulièrement un pied en Corée et d'agir militairement pour aider principalement contre le royaume adverse de Silla. D'après les sources chinoises, entre 413 et 502, 5 rois des Wa rivalisèrent entre eux pour détenir les droits de commerce avec la Chine, en tant que vassal, la Chine leur accordant mais avec circonspection. Seul l'empereur Yuryaku, 21e empereur, dit aussi roi Bu, obtient un titre de généralissime chargé de soumettre l'Est. L'unification du territoire qu'il pratique n'est que partielle, les clans puissants et chefs de province gardant encore un certain pouvoir. Kokoku da! Anata no kami-sama wa anata no machi de junbun ni ochitsuku imasu ka? Rapido Shinto de seiki o kouchiku suru to kare wa kami-sama ni kyōi o motte imasu. Sentaku de kanou na samazama na saidan to seiki! 神様のためにあなたがやめみるものを選んでください。そしてそれを実現させます。土産物店でも訪問者を感動させてください。ただいま購入したより大きな神社のために強大な鳥が 50% オフ。セレイたちは彼らのために快適な場所を作ってくれてあなたに感謝することができるでしょう。En 538, le Japon passe un point de bascule qui le fera passer dans la seconde partie de la période Yamato, et cela pour une raison religieuse, c'est l'entrée du bouddhisme au Japon. Né en Inde au IVe siècle avant Jésus-Christ, le bouddhisme arrive au Japon en 538. Le roi d'un des royaumes de Corée
envoie en cadeau à l'empereur Kinmei une statue en or de Bouddha. Le premier grand temple bouddhiste, le Hokoji, est édifié à Asuka, première capitale de cette époque qui marque donc la diffusion à travers le pays de cette nouvelle religion. L'empereur, appelé Tenno au Japon, est le maître de l'État et des cultes. Même si le bouddhisme et le shintoïsme peuvent paraître des manières de penser différentes, l'évolution commune de ces religions au sein du Japon leur a permis de se mêler par moments et de s'influencer l'une l'autre. Le Shinto n'ayant pas vraiment de texte fondateur sacré, il a été progressivement absorbé dans le bouddhisme. C'est ce syncrétisme des deux religions qui a permis au bouddhisme d'avoir tant de succès dans l'archipel. C'est durant cette période que se forme le premier État japonais. Deux grands clans de l'époque s'opposaient alors entre 585 et 587. Les Soga, partisans du bouddhisme, et les Mononobe, partisans du shintoïsme. Mais le clan Mononobe est battu à la bataille du mont Shigi, la victoire du clan Soga étant alors marquée par la mise en place de l'impératrice Suiko à partir de 592. De nombreuses réformes sont entreprises pour former l'État, qui ne sont en réalité qu'un alignement sur le modèle de la Chine de la dynastie Sui puis de la dynastie Tang. La constitution en 17 articles est également rédigée le 3 avril 604. Davantage un code moral qu'une véritable constitution au sens moderne, elle tire son inspiration du confucianisme, enseignement philosophique, politique et moral créé par Confucius au 5e siècle avant Jésus-Christ en Chine, dont la règle d'or est de traiter les autres comme vous aimeriez être traités. Importé au Japon à cette époque, ce mode de pensée se centre autour de principes d'humanité, de vertu, de sagesse, de rites et de croyances. On citera notamment cet extrait de la Constitution qui dit « Châtie ce qui est mal et encourage ce qui est bon ». À défaut de n'avoir jamais été réellement abolie ou contredite par la loi, cette Constitution est techniquement toujours partiellement valable de nos jours. Ce premier État refusant la subordination, le Japon n'abrite aucune agglomération rurale et tout se concentre sur une capitale, appelée Kyo. Cette centralité de l'État attire toutes les élites et ce premier État japonais n'est alors avant tout qu'une capitale avant d'être un territoire. Ce premier État japonais est nommé Yamato. En 592, après une lutte d'influence avec le Shinto, le bouddhisme est déclaré religion d'État. En 607, d'après les sources chinoises, c'est la première fois que le pays des Wa a tenu à se faire appeler Nihon, signifiant lieu d'origine du soleil, que l'on traduit plus couramment comme pays du soleil levant. Le Japon est né. En 645, l'empereur Kōtoku va rédiger une série de lois appelées réformes de Taika, visant à rapprocher le Japon du système social chinois et de centraliser et renforcer le pouvoir de la cour. Des observateurs seront envoyés en Chine pour tout apprendre, l'écriture, l'architecture, la philosophie, la littérature, même les habitudes diététiques. Un article interdira la construction de sépultures immenses et de très grands temples. C'est la fin officielle de la construction des énormes kofun. Durant le 7e siècle se développe l'introduction de l'écriture kanji. Il s'agit ni plus ni moins que des idéogrammes chinois introduits au Japon dans le cercle religieux et à la cour. Les kanji sont la première écriture qui va se développer au pays, mais de nouveaux kanji continueront d'être importés de Chine tout au long de l'histoire. Avec l'écriture vient la technique pour produire du papier. Le papier washi, faussement appelé papier de riz ou papier de soie, est fait de fibres entrelacées de mûrier à papier. Très fin mais résistant, ses propriétés physico-chimiques en font l'un des meilleurs papiers existants. Il sera énormément utilisé au Japon, pas que pour l'écriture et l'art, mais aussi pour recouvrir notamment les panneaux à l'intérieur des maisons. En 663, le Yamato s'engage dans une bataille navale qui sera sans doute l'une des plus tragiques et importantes de son histoire, celle d'Akusonko. Allié de Baekje, l'un des 3 royaumes de Corée, le Yamato envoie une fois de plus des troupes pour le soutenir contre le royaume rival de Silla, allié aux Chinois des Tang. Lors du 3e envoi,
une flotte de 400 à 1000 navires Yamato transportant 10 000 hommes rencontre 170 bâtiments de guerre des Chinois Tang. La première vague japonaise s'écrase sur les navires chinois conçus pour la guerre et qui utilisent une technique incendiaire, contrairement aux embarcations japonaises plus orientées transport de troupes. Le lendemain, la flotte japonaise se regroupe et relance un assaut décidé à détruire l'ennemi. Malheureusement, les navires de guerre Tang les encerclent et font un massacre. Cette bataille coupe toute prétention japonaise vers le continent et les contraint à la retraite. Le royaume de Baekje est vaincu et disparaît au profit de Silla. Après cette défaite, la cour japonaise n'eut en vue que des relations extérieures pacifiques et une vingtaine d'ambassades furent envoyées vers la Chine jusqu'en 838. Alors si l'influence de la cour à cette époque est surtout centrée sur le centre du Japon, une conquête du reste du territoire ne se met pas moins en route. Alors les adversaires sont les populations restantes du Jomon tardif qui restent sur le territoire et seront assimilées au fur et à mesure de l'extension, ainsi que les Zeinu au nord. Bon, itadakimasu. À l'extrême sud de Kyushu sont formées les provinces de Ozumi et de Satsuma. Au nord, les Ainus sont repoussés vers Hokkaido et sont créées les deux grandes provinces du nord, Dewa et Mutsu. En 708 sont frappées les premières pièces de monnaie nationale, les Wado Keishin. Ces pièces, basées sur le même modèle et calibre 2,4 cm et 3,75 g que les pièces chinoises des Tang, étaient en argent. Elles resteront en circulation jusqu'en 958. En 710, la capitale du Japon se déplace à Nara. Alors durant l'époque Nara, du coup, le Japon rentre pleinement dans son antiquité. Alors le pays continue de se gaver de l'influence chinoise, les membres de la cour s'en inspirent, se l'accaparent de tout ce qui vient de Chine, tout en y laissant une petite note japonaise à chaque fois. Le système administratif sera également copié de celui de la Chine sous le nom d'État des codes. Mais étant non adapté au Japon, en fait durant toute l'époque Nara, la paysannerie japonaise en souffrira beaucoup, plongée dans une extrême pauvreté. Depuis la formation des premières capitales japonaises, celles-ci étaient régulièrement déplacées. Une des causes étant les interdits venus du Shinto, avec la nécessité de fuir la souillure de la mort lors du décès d'un souverain. Mais avec l'arrivée du bouddhisme, ce facteur était moins important. Ainsi, à cette époque, la capitale finira principalement par se fixer à Eijō-kyo ou Nara, toujours dans la région centrale du Kinei ou Kansai. Les combats de sumo, ce sport de lutte japonaise, remonteraient à près de 1500 ans, soit durant la période Asuka, en tant que rituel religieux shinto dédié au kami. Mais c'est à l'époque de Nara qu'il est introduit à la cour dans des cérémonies. Le sumo était alors plus violent et tous les coups étaient permis, mais petit à petit il se verra doté de règles pour le rapprocher du sumo actuel. Les sectes bouddhistes, à voir au sens école présentant différentes manières d'aborder la religion, se multiplieront durant l'histoire japonaise, apportant chacune leur philosophie et part culturelle au pays. Lors de l'époque de Nara, ce sont les 6 premières sectes qui sont fondées: la Sanron, la Jōjitsu, la Hossō, la Kusha, puis plus tard les Ritsu et Kegon. En 712 est écrit le Kojiki, considéré comme le plus ancien ouvrage écrit japonais. Signifiant chronique des faits anciens, c'est un recueil racontant l'origine et les mythes sur le Japon, ainsi que l'origine des îles et des kami. En 720, c'est le Nihon Shoki, chronique du Japon, qui est écrit. C'est un livre historique extrêmement précieux pour les archéologues, car c'est le seul qui décrit précisément les événements historiques contemporains à son écriture. Commençons aussi par des légendes. Avec le Kojiki, tous deux forment l'origine de bien des pratiques et croyances du shintoïsme. Voici l'histoire originelle du Japon selon la mythologie présentée dans le Kojiki. À l'origine du ciel et de la terre, 3 divinités donnèrent naissance à 7 générations de dieux.
Le dernier couple était nommé Izanagi et Izanami. Examinant l'océan infini depuis un arc-en-ciel, Izanagi plongea dans l'eau l'étincelante épée du soleil, et de sa pointe tombèrent des gouttes qui dessinèrent sur les flots une trace lumineuse. Les îles du Japon étaient nées. Izanagi et Izanami eurent une nombreuse descendance. Quand Izanami mourut, Izanagi voulut retrouver son épouse aux enfers, mais elle refusa de quitter le monde souterrain. Izanagi, furieux, rejoignit la terre où il se dévêtit avant d'aller se purifier dans l'eau. Ce faisant, il fit apparaître Amaterasu, la déesse du soleil, Tsukiyomi, la lune et dieu de la nuit, et Susanoo, déesse de la mer. Le livre explique aussi à sa manière la légitimité de la dynastie impériale qui descendrait de la déesse Amaterasu. Dans le second livre des chroniques du Japon écrit en 772 est mentionné qu'une purification shinto est réalisée car un yokai apparaît très souvent à la cour impériale. Les yokai pouvant être parfois appelés Ayakashi, Mononoke ou Mamono. Ce sont des êtres et entités surnaturelles du folklore japonais. Souvent mauvaises comme les oni, d'autres sont des esprits pacifiques, créatures magiques naturelles, les plus connues étant le kitsune, messager d'une divinité shinto, ou le tanuki, porteur de chance et de prospérité. Transmutation des peurs des gens en contes ou autres origines, les yokai vont nourrir de nombreuses histoires et inspireront des artistes, les nouveaux esprits malins étant constamment inventés jusqu'à l'époque Edo. Les mythes traverseront les âges et sont perpétués actuellement même à titre touristique ou de divertissement dans les mangas, afin que les souvenirs de ce folklore et ces superstitions japonaises ne disparaissent pas. Le célèbre temple du grand Bouddha à Nara, le Tōdaiji, a été achevé en 752. C'était un projet architectural colossal pour l'époque. Certaines pagodes de ce complexe religieux atteignaient les 100 mètres de haut. Détruit à de multiples reprises dans son histoire par les différentes guerres de clans, il sera reconstruit au XIe et XIIIe siècle, dont il reste le pavillon de la porte sud, puis au XVIIe siècle, qui sont les bâtiments encore visibles aujourd'hui, bien que restaurés. Vers 750 est écrit le Manyōshū, premier recueil de poésie qui regroupe 4516 poèmes datés du 4e au 8e siècle et répartis en 20 volumes. Durant l'Antiquité japonaise, la population était estimée à environ 6 millions d'habitants. En 784, l'empereur Kanmu installe la capitale à Nagaoka-Kyo, dans la région proche de la Kyoto actuelle. Cependant, ce choix s'avérera un désastre. La nouvelle capitale sera frappée de multiples catastrophes naturelles et sera noyée à moitié par les inondations. Les problèmes à la capitale s'enchaînent et le site sera jugé finalement funeste et donc abandonné, marquant la fin de cette période. これは競争の時間です。こっちとのはどこですか？ゲームをしていますか？もちろんバカで。たくさん書いた後、あなたは456億を稼ぐことができるでしょう。はぁ？それだけやんかよ。いえいえいえ、もんです。だってばよ。あらまた希望を持つ。脳は間違っていますね。くさま。コンテストの主催者を僕しても、シーズンでそれ以上目標を獲得することはできません。うるせえ。こっちとのはどこですか？ En 794, l'empereur Kanmu déplace sa capitale à Heian-kyo, qui veut dire lieu de paix et de pureté. Elle sera plus tard appelée Kyoto. Elle est basée sur le même modèle que la capitale chinoise Xi'an, comme l'était Nara, mais en beaucoup plus grand. Durant l'époque Heian qui s'ouvre alors, le Japon s'émancipe de l'influence chinoise et commencera à développer sa propre culture. L'art et la culture y sont si raffinés qu'on considère l'ère Heian comme l'âge d'or japonais, une ère du courtisan. Elle servira d'inspiration et de référence jusqu'au XVIIIe siècle. Cette riche antiquité durera pendant 400 ans. Bon, kanpai!
806, le moine bouddhiste Saisho, après avoir fondé le monastère Enryakuji non loin de la capitale Heian pour la protéger des mauvais esprits, reçoit la reconnaissance des autorités pour son école dite Tendai. Le centre de l'école était situé au temple d'Enryakuji, près de Heian. Le Tendai deviendra une des sectes les plus influentes du bouddhisme japonais, ce qui est encore le cas de nos jours. Né en Chine au IIe siècle, le taoïsme est assez peu présent au Japon, tout du moins sous une forme marginale mais réputée. Dès le 7e siècle, la cour faisait appel à des magiciens taoïstes et possédait des bureaux dédiés à la divination dans le yin et le yang. Plus tard, durant l'époque Heian, un courant religieux mêlant taoïsme et bouddhisme ésotérique, le Shugendo, se forme et se reclue dans les montagnes. Considérés comme des magiciens aussi craints que respectés, on faisait appel à eux pour guérir les maladies ou pour chasser le démon. En 816, après un voyage en Chine, le moine bouddhiste Kukei entre au Japon et fonde l'école bouddhiste Shingon. On lui attribue l'invention des kana, l'écriture syllabaire phonologique japonaise toujours utilisée aujourd'hui en complément des sinogrammes kanji. Des théories s'affrontent sur la rédaction du poème Iroha par Kukei ou par un autre après sa mort. Ce poème est célèbre car il s'agit d'un pangramme parfait, c'est-à-dire un texte regroupant une fois chaque caractère du syllabaire kana ayant permis de le populariser. Pour cette raison, il est utilisé comme ordre du syllabaire, tout comme l'alphabet latin est ordonné en A, B, C, D. Voici la traduction de l'Iroha. Les fleurs sont parfumées, mais pourtant elles disparaissent. Qui peut dans notre monde rester irrémuable ? La haute montagne des aléas, aujourd'hui gérée au-dessus d'elle, n'ayant ni les rêves vains, ni l'ivresse du vin. En 866, le pouvoir commence à basculer vers certaines familles du clan Fujiwara, déjà très influentes politiquement depuis la période Asuka, consistant notamment à donner leurs filles en épouse aux empereurs pour obtenir plus de pouvoir. Si l'empereur reste toujours le dirigeant suprême de titre, le vrai pouvoir s'exécute de plus en plus par ce qui est appelé les Seikan Seiji ou régents chanceliers. Mais les attributs du pouvoir n'étaient pas fixes entre empereur ou Seikan Seiji, car cela dépendait de jeux d'influence variables. À la cour d'Heian, la musique de prédilection qui se répand au sein de la classe noble s'appelle gagaku. Des sous-genres se développent sous forme de récitation de poèmes, rohei, ou de la musique accompagnée de chants, saibara. Avec la musique gagaku, à la même époque se développe la danse traditionnelle japonaise, le bugaku. Fait de mouvements lents dans de magnifiques costumes traditionnels bouddhistes et sous des masques raffinés. Les femmes de la cour impériale, immobiles au palais et prisonnières d'un amoncellement de magnifiques kimonos autant que d'une étiquette rigoureuse, sont les témoins des va-et-vient des nobles et serviteurs et dénouent les intrigues qui se déroulent sous leurs yeux. Utilisant la nouvelle écriture kana, ces femmes vont rédiger les romans fondateurs de la littérature japonaise, inspirés de leurs observations et de la poésie. La première à initier le mouvement est Dame Murasaki Shikibu, qui écrit entre la fin du 9e siècle et le début du 10e siècle le Genji Monogatari, les dits du prince Genji. Chronique de la vie quotidienne et des amours du prince, considéré comme le chef-d'œuvre de la littérature japonaise et servira d'inspiration à de nombreux artistes pour l'illustrer et auteurs de pièces de théâtre pour les siècles à venir. En voici un extrait. Il avait plu depuis des jours sans discontinuer, et quelques gouttes encore tombaient quand la lune parut dans le ciel splendide. En chemin, le prince vint à passer près d'une masure à l'abandon, autour de laquelle des plantes de toutes sortes avaient grandi. On ne distinguait plus même les traces de ce qui avait été jadis, tant l'armoise avait poussé dru. La pluie tombait encore à travers les branches. Koremitsu abrita le prince de son parapluie. D'autres suivront l'exemple, notamment Sarashina qui écrit les journaux de voyage ou Sei Shonagon qui écrit Makura no Sochi, les notes de chevet.
L'art des emaki se développe durant cette période culturelle à la cour hédoniste. Un emaki est un rouleau fait de peinture et de calligraphie se lisant en largeur de droite à gauche. En quelque sorte, il s'agit des ancêtres des mangas. Au début du XIIe siècle, l'un des premiers rouleaux fut sans doute celui du Genji Monogatari, illustré pour la première fois. Le succès déclenche la mode des emaki et force calligraphes et peintres à travailler ensemble. Certains emaki sont des travaux exceptionnels, avec une longueur pouvant atteindre 9 mètres. Le Shoujukiga Emaki est un emaki représentant des caricatures d'animaux anthropomorphiques et est considéré comme chef-d'œuvre de l'art japonais qui servira aussi de référence à de nombreux artistes. À proximité d'Eian est construit en 1053 le temple bouddhiste Byodo-in et son célèbre pavillon du Phénix, seul bâtiment survivant n'ayant pas été détruit par les guerres. Il s'agit d'un des trésors nationaux du Japon, patrimoine exceptionnel qui figure sur les pièces de 10 yens. Pour lutter contre le système de régence des Fujiwara, les empereurs utilisent le système des empereurs retirés. Abdiquant pour laisser le titre à un jeune successeur, l'empereur retiré se retire dans un cloître où il montre un gouvernement parallèle. Ainsi, durant certaines périodes de l'histoire japonaise, on se retrouve donc parfois avec un triple centre de pouvoir, le Tenno, la régence et le cloître de l'empereur retiré. Durant l'époque Heian, une caste de guerriers se forme pour protéger certains clans. Une division s'opère donc dans la noblesse, entre la haute aristocratie de la cour impériale et les Buchi, mi-guerriers, mi-nobles, moins raffinés. Les Buchi prendront de plus en plus de place dans les clans et la politique jusqu'à provoquer des conflits à la fin de l'époque Heian. Ils sont armés du sabre Koto, seconde période de l'art des sabres japonais s'étalant du 7e au 14e siècle. Apparaît alors la courbure de la lame, qui les rend plus faciles à manier, d'un meilleur pouvoir tranchant et d'une meilleure résistance au choc. À noter aussi un plus grand raffinement dans les techniques de forge. En 1180, deux clans s'opposent en proposant un candidat différent pour le trône impérial, les Minamoto et les Taira. Débute alors une guerre civile qui durera 5 ans, la guerre du Genpei. En 1185, les Minamoto remportent une victoire décisive à la bataille navale de Dan-no-ura. Cette bataille marque la destruction du clan Taira et la fin de l'époque Heian. À la suite de cette bataille, Minamoto no Yoritomo sera nommé shogun et instaure un nouveau type de gouvernement totalement inédit au Japon, le Bakufu. Le Japon bascule alors dans une toute nouvelle ère et organisation politique, c'est le début du Japon médiéval. Je vous donne donc rendez-vous pour la deuxième vidéo consacrée au Japon médiéval, les guerres de clans, etc. Sur les déjà, matane! Honki-desu-ka? オレオンテ初心者にエクスプローラーを入れましたか？そうしましょう。それは私は
ではない。男ですか？ほら、彼はどこだ？彼はどこから来たの？私たちは隔離2回彼を出頭しました。それだけです。そして彼はしばらく元出いません。なるほど。そしてまた彼に会いたいですか？やめてください。お兄ちゃんはお兄ちゃんだ。次回、主催の日本。それで彼についてもと教えてもらえますか？いえいえいえいえい